Alors, nous avons le plaisir de débuter l'après-midi en vous offrant un 2 pour 1. Donc, deux conférenciers, en fait, un conférencier et une conférencière qui viennent nous parler de cette occasion que nous avons de redéfinir nos modalités de collaboration et permettre à nos employés de se reconnecter. Donc, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais on continue sur cette ligne-là, quelque chose qui est très important, qui continue à demeurer d'actualité. Donc, se reconnecter, en fait, entre eux et avec leurs gestionnaires, avec leurs organisations. Laetitia Caps est conseillère exécutive chez Brio, boutique de management. Elle possède 20 ans d'expérience de conseil en stratégie et mise en œuvre des transformations. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des équipes de direction aux prises avec des défis liés à des transformations majeures. Stéphane Rochereau, quant à lui, est associé chez Brio, également boutique de management. Il est reconnu pour son expertise en gestion des talents, en design organisationnel et en système d'information. Stéphane, c'est mettre de l'avant l'intelligence collective du groupe pour donner naissance aux meilleures stratégies possibles, puis au succès des équipes dans leur transformation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions tout au long de la conférence. Les 10 dernières minutes, ils seront, en fait, on gardera les 10 dernières minutes pour répondre à vos questions. Laetitia, Stéphane, le micro est à vous. Bonjour à tous. Merci pour cette belle introduction. Merci aussi pour nous avoir donné cette opportunité de venir échanger avec vous sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur et pour lequel on se sent privilégié d'être ici aujourd'hui. Et on est très excité parce que c'est des discussions qu'on a avec plusieurs de nos clients en lien avec le futur du travail. Et alors, croyez-le ou non, ça a commencé l'été dernier, ces premières discussions. On a eu un de nos très bons clients avec qui on a commencé à travailler. Et le but au départ, c'était de préparer une politique de télétravail pour le retour au travail qui était planifié en septembre 2020. Donc, vous pouvez bien imaginer que l'objectif, entre-temps, a un petit peu changé. En effet, au fur et à mesure, on s'est rendu compte de deux choses, comme vous tous, j'imagine. Premier constat que la situation actuelle était partie pour rester très longtemps, en tout cas beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait initialement. Et donc, on allait devoir réfléchir à des solutions un peu plus durables que celles qui avaient été mises en place dans les premières semaines, les premiers mois de la pandémie. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est on s'est habitués tous, employés, gestionnaires, organisations, à évoluer avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de travailler. Et ce qui était sûr, c'est qu'on ne reviendrait jamais en arrière comme c'était avant la pandémie. Alors, force de ces deux constats, petit à petit, dans nos discussions, le sujet a commencé à s'élargir à d'autres thématiques plus générales autour de la flexibilité du travail, autour des lieux de travail, les environnements de travail, les nouvelles pratiques de collaboration, les pratiques plus humaines, plus responsables dans les entreprises, la culture, les compétences de leadership. Donc, vous pouvez imaginer que ça a commencé à beaucoup s'élargir et on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de faire, finalement, c'est de dessiner le futur du travail. Et c'est pour ça que le titre aujourd'hui de notre conférence, c'est « Le futur du travail, ça commence aujourd'hui ». Parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, on est déjà en action pour préparer ce futur. Ce qu'on voulait donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, c'était de vous partager, d'abord de revenir sur comment la pandémie, au fond, elle a fait qu'accélérer une transformation qui était déjà en cours, l'évolution de nos modes de travail. Et ensuite, on avait le goût d'explorer avec vous une des facettes qui, selon nous, va être déterminante pour le futur du travail, c'est la facette de collaboration. Donc, c'est quoi les choses qu'il faut mettre en place pour permettre à une organisation de développer une véritable collaboration dans le travail entre ses collaborateurs. Et on terminera, bien sûr, en lien avec le thème de la journée, on terminera en regardant quel rôle on peut jouer en gestion du changement pour préparer ce futur du travail. Alors, je vais rapidement passer sur l'introduction. On vient d'être introduit. En deux mots, je voudrais juste revenir sur Brio, qui on est. Donc, Brio, une boutique de management, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet de conseil qui se spécialise dans la transformation. Et notre intention ultime, c'est d'aider les organisations, d'aider nos clients à faire une différence dans leur écosystème. Et ça, on le fait avec notre offre de service qui nous permet d'accompagner nos clients dans le bout en bout de leur transformation, c'est-à-dire de leur planification stratégique à la mise en œuvre, en passant par différents types d'interventions comme le développement des leaders,
ou la transformation culturelle. Mon nom est Stéphane Rochereau et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de ma collègue Laetitia, à qui je vais passer la parole maintenant. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, les présentations ayant été faites. Je voudrais revenir pour commencer sur ce que Stéphane a commencé à évoquer, mais le retour sur la pandémie et ce qu'elle nous a appris. Prendre le temps de regarder un peu les enseignements pour savoir d'où on part maintenant, puis où on va s'en aller. Ce qu'elle nous a appris, évidemment, tous autant qu'on est en tant qu'employé, gestionnaire, en tant que même parent, on a été amené à changer d'avis sur le télétravail depuis 1 an. On a fait évoluer nos propres croyances. Et puis, il y a des constats au fur et à mesure de cette année-là qui ont émergé. Une année qu'on vit un peu comme un laboratoire en mode Big Bang. Le premier constat, c'est cet effet catalyseur de tendance qu'a joué et joue encore la pandémie. Elle est venue, comme disait Stéphane, propulser des questions qui étaient déjà en germe dans les entreprises sur le devant de la scène. Elle a accéléré le développement des capacités organisationnelles. Elle a Bon, pour vous citer un exemple, par exemple, le télétravail a été déployé dans certaines organisations en 2-3 semaines, alors que ça faisait des années qu'il y avait des questions qui se posaient sur le sujet. Il y a des processus qui ont été revus aussi pour optimiser ces nouveaux modes de fonctionnement, des modèles d'affaires qui ont été poussés plus loin, et évidemment des projets de transformation numérique et culturelle qui ont été remis en cause ou qui ont évolué à vitesse grand V. Ça serait le premier constat. Puis le deuxième, on le vit et on le voit au quotidien, cette crise, elle a surtout révélé les enjeux du collectif et du collaboratif et de notre relation au travail. On peut dire que le collectif a été, puis est toujours, je pense, mis à mal. Les collaborateurs oscillent entre le désengagement et le surengagement. On a un contexte général d'augmentation de la performance, d'un côté, qui est acté par tout le monde, avec une partie plutôt importante des managers qui ont tendance à penser que les collaborateurs et les collaboratrices se désengagent vis-à-vis du collectif et de la vie de l'entreprise. Et de l'autre côté, on a certains collaborateurs qui ont des difficultés à trouver leur équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors, ce contexte étant posé, les enjeux du télétravail, quels sont-ils? Dans les travaux qu'on a effectués auprès de nos clients, que ce soit des travaux de vigie, que ce soit des travaux d'accompagnement dans leur projet de travail du futur, on voit émerger des grandes tendances. Et qu'est-ce qu'on remarque donc sur 5 de ces volets-là? Et notamment, pour commencer, sur le volet de la culture d'entreprise et de l'organisation du travail. Bon, une nouvelle place du télétravail, ça se discute pas, sans retour en arrière envisageable. Chacun a vu que les bénéfices étaient nombreux pour les employés comme pour l'entreprise. Maintenant, on va avoir un défi permanent de préserver et de faire vivre la culture d'entreprise dans ce nouveau mode hybride, avec une approche flexible qui va être souhaitée par tout le monde en termes de mise en œuvre, au plus près, de la réalité des besoins d'affaires. Donc, on s'accorde à dire qu'il n'y aura pas de one size fits all, mais que vraiment chaque entreprise va adapter sa culture et son organisation du travail à sa réalité d'affaires. Sur le deuxième point, qui est l'environnement du travail, qui a été largement réinterrogé, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le bureau va continuer à exister. Il joue un rôle essentiel. On a réinterrogé ce rôle. Il va devenir un lieu qui est prioritairement dédié au collectif, qui va aussi être revu en termes d'organisation et d'aménagement pour lui permettre de jouer ces nouveaux rôles plus orientés vers le social, vers la culture de l'entreprise et au service de la santé et du bien-être des employés. L'autre volet, on va y revenir plus longuement, c'est le modèle de leadership qui, pour accompagner toute cette transformation, doit évoluer avec les gestionnaires qui sont maintenant identifiés comme étant la pierre angulaire de ce nouveau modèle, parce que c'est eux-mêmes demain qui vont rendre vivant ce travail du futur et qui vont rendre effective la transformation. On a ensuite, en 4e point, les employés qui ont été remis au centre de l'attention puis qui vont y rester. Je pense que le souci de chacun des employeurs aujourd'hui, la préoccupation numéro 1, ça va être de proposer une expérience qui est taillée sur les besoins individuels avec ce continuum qu'on tente d'établir entre ce qui se passe à domicile et ce qui se passe au bureau. Puis on sait que c'est cette recette-là qui va devenir le levier indispensable pour l'engagement, le bien-être et donc la performance des employés. Le dernier point, c'est l'importance des soft skills.
pour l'employé en général et pour le gestionnaire en particulier, qui font partie vraiment des choses qui ont été mises en exergue pendant cette crise. Aujourd'hui, on sait que l'encadrement et la collaboration, plus que jamais, vont passer par ces soft skills. On recherche de l'adaptabilité, de l'organisation, de l'intelligence émotionnelle surtout, et beaucoup de bienveillance. Donc, nous, quand on a regardé avec nos clients l'ensemble de ces tendances-là, on s'est dit, mais finalement, c'est la collaboration qui est le dénominateur commun et qui va faire que tout ça fonctionne. Donc, faisons en sorte que cette collaboration soit dynamisée et revisitée. Et puis ça tombe bien parce que la collaboration, on le voit partout, c'est la demande numéro 1 des employés au sortir de cette crise. On a des employés qui se trouvent globalement bons et performants, mais pauvres socialement, si je puis dire, et relationnellement. Donc ils attendent du bureau qu'il leur apporte cette promesse un peu sociale. Si on regarde, je vais vous les lister, mais d'un petit peu plus près, les raisons les plus importantes pour les employés de se rendre au bureau aujourd'hui au travers d'un sondage qu'on a réalisé chez un de nos clients, c'est de rompre l'isolement social, d'avoir des conversations en personne de façon périodique, d'avoir des rencontres et des échanges informels et impromptus, de favoriser le travail d'équipe et le sentiment d'appartenance. Donc vraiment, on sent que la culture d'entreprise devient le ciment du nouveau mode hybride et c'est ce qu'on va venir chercher au bureau. C'est dans beaucoup d'organisations d'ailleurs, comme disait Stéphane tout à l'heure, cette approche-là, elle est intégrée, c'est-à-dire que le projet de travail du futur, il est travaillé conjointement avec le projet de culture organisationnelle. Et cette culture-là, elle va passer par les piliers de ce qu'on appelle une collaboration efficace, un leadership adapté, un focus sur l'innovation, et le fait d'arriver à se positionner comme une organisation apprenante. Donc, sur la partie du leadership, pour rentrer un petit peu plus en détail là-dessus, c'est vraiment aujourd'hui le gros défi des organisations. Quand on sait que, quand on regarde les sondages, qu'on discute un peu avec les gens autour de nous, aujourd'hui, les gestionnaires, c'est la population de l'entreprise qui est la moins ouverte au 100% hybride. Ils se projettent proportionnellement moins eux-mêmes et ils projettent aussi leurs équipes moins que les équipes ne se projettent elles-mêmes. Donc, tout ça étant lié aussi à un ressenti qu'ils ont de perte d'impact, de perte d'influence. Tout ça parce que les repères du rôle traditionnel de leader sont en train d'évoluer. C'est une évolution qui avait démarré il y a bien longtemps avant, mais elle a été accélérée et confirmée par ce contexte. Donc vraiment, l'engagement et l'accompagnement du leader, ça va devenir une des conditions de réussite du modèle hybride. C'est lui qui va incarner et même développer ce travailler ensemble différemment. Maintenant, il y a une préoccupation nouvelle, c'est qu'il va être obligé d'établir toujours ce juste équilibre entre le maintien du rapport au collectif d'un côté et le respect de la liberté qui a été acquise par le collaborateur cette dernière année et qui va souhaiter vouloir garder à tout prix, puis qui devient aussi une des conditions d'attractivité et de rétention des talents. Donc, plus que jamais, les compétences d'un leader, ça va être sa capacité à incarner et à accompagner les transformations. Si on devait avoir deux focus en termes de capacité, je dirais que la capacité à insuffler une direction claire et ambitieuse et à apporter du sens devient primordiale. Et la deuxième capacité, ça va être la capacité à mobiliser le potentiel qui va passer par une attention plus forte envers l'individu. Avant, le focus était peut-être plus mis sur l'équipe. Aujourd'hui, on a un recentrage un peu sur le soutien individuel et personnalisé, avec au milieu de ça la notion socle de confiance qui va reprendre une place primordiale. La confiance que j'ai dans l'entreprise, la confiance que j'ai dans les employés, que j'ai dans mon leader, que j'ai dans mes collègues. Donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans tout le nouveau savoir-être du leader, la résilience, la bienveillance, le savoir rassurer, la créativité, l'empathie pour favoriser le bien-être et créer un environnement propice à la performance. Quelques petites pistes d'action. Peut-être. Non, ça y est, c'est bon. Non, ça y est, j'ai retrouvé mon souffle. Quelques petites pistes d'action à considérer au regard de cette nouvelle donne, puis je vais vous
Je vous les donne un petit peu en vrac, on pourra y revenir si vous voulez. Évidemment, ça va sans dire, mais je pense qu'il faut quand même le garder en tête. C'est parfois un exercice qu'on ne fait pas toujours. Les organisations doivent prendre le temps d'évaluer leurs leaders, d'identifier leurs points d'appui, leur niveau de confort, à se projeter dans ce nouveau mode de fonctionnement pour leur permettre de remettre l'organisation à un niveau. La formation donc, des leaders va devenir sur la base de cette évaluation critique. On a de plus en plus de leaders qui font appel au coaching, à des programmes de développement du leadership d'équipe, en équipe. Ce type de formation, ça va justement permettre de travailler sur la capacité du leader à créer et à partager la vision dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'éloignent de plus en plus du leadership un peu commandement, contrôle, au profit d'une culture qui est beaucoup plus axée vers le coaching et qui va aider les leaders à s'adapter plus rapidement et à soutenir tout ce volet-là du bien-être physique et émotionnel des employés finalement. Toujours dans la dynamique de formation, il y a aussi des recours beaucoup plus systématiques et c'est très intéressant à des expériences de formation en leadership qui font appel aux émotions et au sens. On sait que notre mémoire est beaucoup plus stimulée dans ce type de contexte-là. Souvent, on a des programmes de formation traditionnels avec un contenu très fort, mais on sait que les gestionnaires ne sont pas forcément le plus mal outillés là-dessus. Donc, allez chercher des démarches aussi innovantes qui vont permettre à vos leaders de changer leurs croyances et puis d'apporter des changements plus profonds dans leur organisation. Gardez en tête aussi, très important, que la remise à niveau, elle concerne tous les leaders de l'organisation. Puis comme on dit, turn at the top, on commence au sommet de l'entreprise par la promotion et l'incarnation des comportements clés de nos dirigeants. Au-delà des leaders aussi, on évalue les équipes en tant que telles, comme un collectif. Le rendement et la performance ils sont générés aussi là-dedans, en continuant bien sûr d'avoir ce focus sur l'individu et les spécificités du poste. Et puis, on veille aussi à préserver l'équité dans ce mode hybride. Préserver l'équité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire faire en sorte que l'expérience qui est vécue par ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont à distance soit la même. Et l'équité aussi au niveau générationnel qui est primordial là-dedans. Donc voilà, je vais laisser la parole à Stéphane parmi les solutions aussi à mettre en œuvre, des méthodes plus collaboratives et plus innovantes, puis il va nous donner quelques exemples à ce sujet. Merci. Merci Laetitia. Je vais y aller rapidement parce que vous savez comment c'est les consultants, hein, vous nous donnez la parole et puis on ne s'arrête plus. Alors, on va essayer de tenir dans les temps qui nous ont été accordés. Ce qu'il faut garder en tête pour les deux autres piliers finalement, c'est que ça part d'une conviction assez simple que quand on parle de grosses transformations, comme celles qu'on est en train de vivre tous dans nos entreprises et dans notre société, ça ne peut pas uniquement reposer sur les leaders, les gestionnaires. Ça passe aussi par une imputabilisation des employés, leur donner de l'autonomie, les équiper pour qu'eux-mêmes prennent en charge une partie de ces transformations. Au niveau de l'innovation, autrefois, on appelait ça des démarches d'amélioration continue. Au fond, ça repose sur le même principe, avec quelques petites différences, quelques petites subtilités, mais le principe fondamental, c'est qu'on équipe puis qu'on forme des employés à prendre en charge eux-mêmes cette dynamique d'innovation. On voit plein de méthodologies qui émergent dans les entreprises. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est l'exemple d'un de nos clients avec qui on travaille. Vous partagez ce qu'eux ont mis en place. C'est une entreprise qui vit une énorme transformation de son industrie, qui la pousse à vraiment se transformer de fond en comble. Et fort de cette conviction qu'on innove mieux à 1200 un petit peu qu'avec un groupe de 10 personnes qui font que ça, ils ont décidé de mettre en place toute une structure pour favoriser le développement de l'innovation dans l'entreprise. Ils ont nommé un VP Innovation qui fait partie du comité de direction, qui est équipé avec une ou deux personnes, pas plus, dans son équipe, et dont le but est vraiment de développer cette maturité en innovation. Donc, ils ont défini une vision de ce qu'est l'innovation dans cette entreprise, ce que ça veut dire, comment on va s'y prendre et pourquoi on le fait surtout. Et maintenant, ils sont dans la phase de sensibiliser les employés par rapport à ça et de les équiper, donc de les former, de leur fournir des outils d'innovation et donc de plein de méthodologies comme le design thinking que vous voyez ici sur cette page, mais d'autres méthodologies plus inspirées d'optimisation de processus
comme le Kanban, Ishikawa, etc. Au niveau de l'organisation apprenante, c'est le même principe. Je suis tombé sur une étude justement cette semaine qui a été menée en France et qui dit que 85% des emplois en 2030, qui existeront en 2030, n'existent pas aujourd'hui. Alors, quand vous prenez cette donnée, puis que vous la comparez avec le fait que de tous les défis qu'on vit avec notre main-d'œuvre, avec la rareté de la main-d'œuvre, ben vous pouvez imaginer à quel point il y a urgence à mettre en place dans les entreprises des mécanismes, des moyens de développer cette évolution, d'évoluer en continu nos compétences. Et là, on parle de plusieurs affaires, des universités d'entreprise, on voit aussi des plateformes qui permettent l'apprentissage en ligne. Donc, encore une fois, de pousser l'autonomie, la prise en charge au niveau des employés. Et là, j'avais envie de vous partager une autre initiative qui a été mise en place par ce même client. Donc, vous voyez, hein, on retrouve ce côté innovant. Eux, ils ont, fort de cette transformation, ils ont mis ensemble un échantillon d'employés de toutes parts d'entreprise et ils les ont fait réfléchir à quelles seraient les compétences requises pour réussir dans le futur, en les alimentant, bien sûr, avec les tendances de marché. Et ça a été, au-delà de l'effet mobilisateur de ce genre d'exercice, ça a donné lieu à une foule d'informations très, très précieuses pour l'organisation, pour leur permettre de mettre en place les moyens de développer ces compétences, de les attirer même dans une certaine mesure. Alors, on a fait rapidement ça clôt la partie sur les 3 piliers de la collaboration. Si vous êtes intéressé, on pourra vous partager des sources ou même échanger avec vous sur ce sujet. Et puis, ce qu'on avait envie aussi de dire, ce qui est beau finalement dans la période qu'on vit, c'est qu'elle nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend à innover, elle nous apprend à évoluer en tant qu'leader. Malgré les drames puis toutes les contraintes qu'on doit vivre en ce moment-là, je ne vous apprendrai rien. C'est aussi une période où, quand on y pense, on s'habitue à expérimenter sans cesse des nouvelles affaires à tous les jours. Puis je suis certain qu'avec tout ça, ça va nous aider pour la suite, à condition qu'on en fasse quelque chose. Et c'est là-dessus qu'on voulait conclure, c'est qu'au fond, on est tous des professionnels en gestion de changement. On est tous des experts sur la façon de préparer et de transitionner un changement important dans nos entreprises. Et la bonne nouvelle, c'est que le prochain grand déclencheur de changement, il est connu. On le sait qu'à un moment donné, on va tous revenir à un nouveau normal. On le sait, on ne sait pas quand exactement, mais on sait que ça va revenir. Alors, ce qu'on voit, en tout cas, et puis je pense que plusieurs d'entre vous dans l'Assemblée, vous êtes déjà en action d'ailleurs, on voit les entreprises qui commencent à se préparer justement à ça. Puis, dans ces temps d'incertitude, rien de mieux que se ramener à l'essentiel. Au fond, on le sait, hein, pour bien gérer un changement, ça prend quoi? Ça prend une vision. Alors là, ce qu'on travaille notamment avec un de nos clients, c'est d'aller chercher les attentes, le pouls des employés et de remonter ça au comité de direction pour en sortir avec des orientations très, très claires sur qu'est-ce qu'on va autoriser dans notre entreprise en termes de futur du travail. Donc, c'est ça que j'appelle la vision dans ce cadre-là. Puis après, au fond, en tant que professionnel, on est capable d'accompagner ces transitions en développant des plans de transition, puis en mettant à profit nos méthodologies éprouvées pour gérer les impacts, pour gérer les préoccupations. Je pense que aujourd'hui, vous êtes généreusement alimenté à travers tous les conférenciers en différentes méthodes et puis et outils en gestion de changement. Alors, je pense que c'est le moment ou jamais de les utiliser. Voilà qui clôt notre partie présentation. On serait rendu à passer à la période de questions et de réactions, s'il y en a. Génial, Stéphane, Laetitia, merci. Écoutez, oui, quelques questions pour vous. En fait, on parlait tantôt de l'importance de la collaboration, donc d'avoir une collaboration efficace. Alors, si je suis gestionnaire dans une organisation, la haute direction n'est pas convaincue de la mise en place d'une dynamique de collaboration efficace ou qu'elle n'a pas l'urgence pour ça, qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire? Donc, c'est quoi la marge de manœuvre? Écoute, vas-y si tu veux. Tu veux démarrer? Nous, ce qu'on peut partager, c'est peut-être l'exemple qu'on fait en ce moment avec un autre de nos clients, c'est-à-dire que la position qui a été prise pour aboutir à des vrais positionnements favorables à la mise en place de ces conditions-là, c'est qu'on a adopté une démarche très structurée où on a été faire un balisage. Un balisage à la fois il y a beaucoup d'articles sur les réseaux en ce moment sur le futur du travail et puis on trouve toutes sortes d'études qui viennent montrer
le corollaire entre la collaboration et la performance au travail. Donc, on a été alimenté et puis documenté toutes ces tendances, tous ces résultats d'études. Et on l'a confronté aussi justement, je vous disais, l'importance de sonder les employés. On l'a confronté au pouls des employés, à ce qui étaient leurs attentes. Parce qu'un des éléments que moi j'ai vu en tout cas évoluer au niveau des comités de direction, c'est justement cette prise en compte du volet humain de nos entreprises. La prise de conscience que la rareté de la main-d'œuvre était un vrai défi. Il pouvait être un frein à la croissance des entreprises. Alors, c'est finalement on prépare ce dossier d'affaires qu'on amène au comité de direction pour avoir les discussions à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est le point à adresser en priorité quand on est dans cette situation. Donc, de pouvoir démontrer un peu le ROI de la collaboration via des études, C'est beaucoup ce qu'on a fait au début sur le télétravail, justement. Okay. Le télétravail où beaucoup d'études ont montré que la productivité était au rendez-vous et même au-delà de ce qu'elle était avant la pandémie. Merci Stéphane. Autre question. Tantôt, on parlait de l'importance de préserver l'équité. Donc, s'assurer que l'expérience vécue est la même que tu sois en présentiel ou à distance. Donc, on s'en vient à ça dans pas longtemps. Les gens sont en train de se poser la question, vas-tu revenir à 2 jours semaine, 3 jours semaine, 4 jours semaine et tout ça. Donc, concrètement, comment on fait ça? C'est quoi vos conseils par rapport à ça? En fait, il y a différents niveaux de réponse à cette question. Il y a d'abord le niveau basique de comment j'équipe mes employés à domicile. Donc là, on se ramène encore à des démarches de sondage qui sont effectuées auprès des employés pour arriver à voir aujourd'hui le niveau de confort des employés à travailler de chez eux. Est-ce que je travaille d'une pièce ouverte? Est-ce que je travaille d'une pièce fermée? Est-ce que j'ai un réseau Wi-Fi qui est suffisamment puissant pour que mes réunions m'apportent ce qu'elles ont à m'apporter? Donc ça, on peut le capter à l'intérieur d'un sondage et puis avoir tout simplement un plan de remise à niveau pour faire en sorte que nos collaborateurs soient équipés correctement. Je pense qu'il y a aussi cette question, elle est aussi à adresser certainement à un plus haut niveau dans l'entreprise. Ça, c'est on va dire l'étape numéro 1, mais ce qu'on veut, c'est avoir à terme des organisations hybrides. Donc là, on se parle de réflexions qui sont beaucoup plus globales, qui sont beaucoup plus long terme sur comment les choix que je vais avoir à faire en termes de nombre de mètres carrés justement au bureau, avec quel type d'équipement vont derrière, qu'est-ce que je vais vouloir offrir à mes employés comme expérience sur place, qu'est-ce que je leur laisse à la maison. Ça, c'est un travail aussi qui, à notre sens, puis c'est comme ça qu'on le conduit chez nos clients, doit se faire en concertation avec les employés. Parce que c'est les employés et les gestionnaires, comme on le disait tout à l'heure, les gestionnaires qui sont à la meilleure place pour savoir ce qui va leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes en termes de performance relativement au niveau de confort qu'on leur propose. Intéressant, merci Laetitia. J'ai comme l'impression qu'on va avoir des salles de réunion qui vont être différentes dans quelques années, qui vont évaluer pas à peu près. J'ai une dernière question pour vous, il nous reste environ 3 minutes. Développer une vision est critique. Ça, c'est certain, on s'entend là-dessus. Par contre, c'est quoi vos éléments clés de succès pour faire en sorte que l'exécution soit réussie à distance? Donc, le trickle-down, comme ils disent, la culture eats strategy for breakfast. Donc, quels sont vos conseils par rapport à ça? Pour s'assurer que de la bonne exécution de la vision? C'est bien ça la question? Oui, des éléments clés du succès. Pour s'assurer que l'exécution se fasse, le trickle-down, ça descende vers le bas. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que malgré le fait qu'on est tous en télétravail, qu'on est à distance, que la distribution géographique est complètement différente de ce qu'on vivait avant, les bonnes vieilles recettes fonctionnent toujours. Dans le sens où une vision qui est claire, qui est aussi descendue dans l'organisation de façon structurée, c'est-à-dire en passant par le relais privilégié qui sont les gestionnaires, au fond, la fameuse cascade qu'on utilise régulièrement. Toutes ces pratiques-là sont encore vraies. Donc, dans tout ça, on se raccroche à nos fondamentaux de gestion du changement, j'ai envie de dire.
qui est d'avoir, on a un client effectivement qu'on a accompagné. Lui, on parle d'une transformation, un nouveau plan stratégique avec des impacts assez importants là, sur les opérations, sur le terrain. Puis les recettes qu'on a mis en place, alors c'est sûr, hein, ça prend en compte l'éloignement, la distance, le télétravail, mais ça a été de descendre la vision auprès des gestionnaires dans un premier temps. On a mis en place un réseau d'ambassadeurs, on a habilité à jouer leur rôle, on a alimenté avec beaucoup d'informations. On a aussi assuré d'avoir aussi le retour de terrain de ces ambassadeurs-là. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais les mêmes principes fonctionnent, les mêmes principes qu'on utilisait sur nos changements en général fonctionnent dans ce cadre-là. Donc, on a vécu une année différente, mais on parle de se réinventer et tout ça, mais il y a aussi puis ce matin, c'est ça que Louise disait, il y a une renaissance ici en quelque sorte. Donc, on a déjà une bonne partie de la recette qu'on appliquait avant, mais avec certains changements, c'est ça que je comprends un peu, là. Bien, au fond, c'est ça. Comme on le disait, le prochain déclencheur, on le sait. On sait qu'il va arriver, on sait qu'il faut le gérer. Là, la pandémie, ça nous est arrivé dessus. On avait à peu près tous rien prévu, et surtout pas l'ampleur que ça prendrait. Mais au final, on s'est tous ajustés. Et puis, je pense qu'il y a vraiment un apprentissage. On parlait d'organisation apprenante. Il y a vraiment beaucoup d'apprentissage à tirer de comment les organisations, les employés, les gestionnaires ont été capables d'évoluer en si peu de temps. Ça donne confiance, je trouve, pour l'avenir. Donc, un post-mortem. Définitivement des post-mortem à faire pour s'assurer qu'on conserve ces apprentissages. Stéphane, Laetitia, merci beaucoup pour votre temps, pour cette belle présentation. Merci à vous. Et bonne journée.